nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. amorce un tournant décisif dans l'encadrement du paysage politique national. Le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a promulgué ce mardi les lois portant abrogation de la charte des partis politiques et du statut de l'opposition politique. Dans ce journal, on vous fera la genèse du processus qui a abouti sur cette décision et on écoutera aussi le ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral pour une meilleure compréhension de cette promulgation hautement importante dans la vie de notre nation. Le Mali courra en marche. Les autorités remédient par exemple à la méconnaissance et au traitement affligeant dont fait l'objet les symboles de l'État. Tout est dit en filigrane dans le rapport général de l'organisation de la Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État. Un document officiellement remis au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. La coopération douanière dans l'espace AES prend du galon en conclave à Bamako. Des douaniers du Niger, du Burkina Faso et du Mali, ils se penchent sur le document technique applicable aux échanges entre les États du Sahel. Les explications là-dessus de Tamsir Diabaté à retrouver dans ce journal. L'avocat et le serment. La chronique judiciaire s'y intéresse ce soir. Loin d'une simple formalité, le serment impose à l'avocat le respect des règles et des organes de son ordre. Un respect quotidien, impératif et absolu. Nous en saurons davantage avec Garibou Pérouf. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Bienvenue dans ce 20h. Tenue d'un conseil des ministres extraordinaire ce matin à Koulouba, sous la présidence du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, à m'écouter sur ce plateau, Mahamadou Kone, pour la lecture du communiqué du conseil des ministres. Bonsoir Mahamadou. Bonsoir Nyanya Loutaoré, mesdames et messieurs, bonsoir. Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant dissolution des partis politiques et des organisations à caractère politique en République du Mali. Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral a organisé des concertations en vue de soumettre à l'appréciation des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur les propositions faites par les partis politiques et les organisations de la société civile sur la réduction du nombre de partis politiques en appliquant des conditions restrictives de création et de financement, la relecture de la charte des partis politiques avec une réaffirmation du statut du chef de file de l'opposition, l'interdiction du nomadisme politique en cours de mandat. À l'issue des travaux des dites concertations, les recommandations suivantes ont été formulées. La dissolution des partis politiques et leur réorganisation par une nouvelle législation, la suppression du financement public des activités des partis politiques, l'audit du financement public des partis politiques, la suppression du statut du chef de file de l'opposition politique à travers l'abrogation de la loi numéro 2015-007 du 4 mars 2015 portant statut de l'opposition, la relecture de la charte de la transition en installant le général d'armée Assimi Goïta comme président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable à partir de 2025, à l'instar de ses pairs de l'AES. Le durcissement des conditions de création des partis politiques. Le projet de décret s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la recommandation relative à la dissolution des partis politiques et son extension aux autres formes d'organisation à caractère politique. Il dissout les partis politiques et les organisations à caractère politique sur toute l'étendue du territoire national. Cette mesure, qui ne porte pas atteinte à la démocratie et au multipartisme, prescrit, entre autres,
l'interdiction de toute réunion des membres des partis politiques et des organisations à caractère politique dissous, l'interdiction à toute personne de favoriser la réunion des membres d'un parti politique dissous, notamment en consentant l'usage d'un local dont elle dispose ou la mise à disposition de tout autre moyen à des fins politiques. L'interdiction de toute activité comme fondateur, président, directeur ou administrateur des organisations dissoutes, l'interdiction de toute autre activité politique ou à caractère politique de la part des organisations dissoutes. Voilà, Nyanya Aliou Traoré, c'était le contenu du communiqué du Conseil des ministres extraordinaire de ce mardi. Merci beaucoup, Mahamadou Koné. À votre suite, je propose à nos téléspectateurs la lecture de la loi d'abrogation. C'est avec Ousmane Dao. La loi numéro 2025-05 du 13 mai 2025 portant abrogation de la loi numéro 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques et de la loi numéro 2015-007 du 4 mars 2015 portant statut de l'opposition politique. Le Conseil national de transition a délibéré et adopté en sa séance du 12 mai 2025. Le président de la transition, chef de l'État, promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Sont et demeurent abrogés dans toutes leurs dispositions la loi numéro 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques et la loi numéro 2015-07 du 4 mars 2015 portant statut de l'opposition politique. Article 2. Une loi détermine les conditions de formation et d'exercice des activités des partis politiques conformément à la Constitution. Article 3. La présente loi sera enregistrée et publiée au journal officiel Bamako le 13 mai 2025. Le président de la transition, chef de l'État, général d'armée, Assimi Goïta. Et je vous propose à présent de suivre Monsieur le ministre délégué chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral. Mamani Nassiré était sur le plateau cet après-midi dans un flash spécial afin de donner de plus amples explications sur ce processus. Il est en entretien avec Khadijatou Koné. La suite, c'est de donner des assurances au peuple malien et pour dire que cette mesure intervient à la suite de mesures précédentes. C'est-à-dire que vous avez vu, le président a promulgué une loi et abrogeant la charte des partis politiques et le statut de l'opposition politique. Il y a ce décret également qui est intervenu, abroge le décret qui a suspendu précédemment les activités des partis politiques et des associations, des organisations à caractère politique. Donc tout ça pour vous dire que nous sommes dans un processus de réforme. Et vous avez bien suivi lors de l'entrée en fonction de ce gouvernement du général de division Blaise Mega, le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a assigné une mission précise consistant à poursuivre les réformes. Il y a 8 points, mais essentiellement dans le secteur dans lequel nous intervenons aujourd'hui, c'est le secteur des réformes. Donc poursuivre les réformes afin vraiment de donner satisfaction au peuple malien sur la base de la mise en œuvre d'un certain nombre de recommandations qui ont été formulées lors des assises nationales de la refondation. Et aujourd'hui, le fait vraiment de prendre cette mesure de dissolution, et ça va nous permettre de mettre en œuvre cette loi qui est prévue à l'article 39 de la Constitution, donc l'élaboration d'une loi dans la sérénité pour gérer la vie des partis politiques. Et je précise également que les réformes qui sont intervenues, ce n'est pas seulement les partis politiques, les réformes sont intervenues dans tous les domaines. C'est-à-dire que la Constitution qui est intervenue le 22 juillet 2023, qui est une constitution elle-même résultant de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation. Cette constitution, c'est l'acte fondateur de la République. C'est-à-dire que c'est la refondation même, et cette constitution a mené beaucoup de changements qui concernent tous les secteurs de la vie de notre nation.
On vient de l'attendre. Le Mali amorce donc un tournant décisif dans l'encadrement du paysage politique national. Un paysage politique national qui compte aujourd'hui 297 partis. Le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, change la donne en promulguant ce mardi les lois portant abrogation de la charte des partis politiques et du statut de l'opposition politique. Les deux textes ont été adoptés hier par le Conseil national de transition au cours d'une séance plénière. Pour arriver à ce stade, il a fallu un long processus de concertation au niveau communal, local, régional et national, avec comme ligne directrice l'inclusivité. Le rappel des faits avec Bourama Traoré. Dans un pays à forte tradition de dialogue comme le Mali, la raison a toujours prévalu quand l'intérêt national est en jeu. Ce n'est pas une simple affirmation. La confirmation, c'est bien l'initiative présidentielle de réunir l'ensemble des Maliens autour du bien commun. Les Assises nationales de la refondation constituent un événement précurseur du processus de renaissance du Mali, un moment de diagnostic des vrais maux du pays et auquel apporter ensuite des thérapies de choc. Dans un processus de construction nationale, l'inclusivité est une arme efficace pour combler les attentes communes. C'est ce qu'a compris le président de la transition, l'initiateur des Assises nationales de la refondation. À l'échelle des communes et des cercles, les Maliens sont exprimés sans filtre sur les grandes préoccupations du pays, notamment l'insécurité et la mauvaise gouvernance. Nos compatriotes établis à l'extérieur ont également activement et pleinement participé au débat. Pour une démarche qui se veut cohérente, les conclusions des phases communales et locales sont examinées au cours de l'étape régionale. Avec un souci commun et un désir collectif du changement, les Maliens se sont parlé et se sont compris sur le chemin à emprunter. Bouquet final d'un rendez-vous qui aura prouvé la capacité de mobilisation des Maliens autour d'un objectif vital, refonder les pays pour réussir les grands chantiers de développement. Un vœu cher au président de la transition qui rappelle. Nous devons replacer notre Maliba dans une nouvelle dynamique plus soucieuse de nos valeurs et vertus. C'est à cette entreprise de refondation qui a valeur de salubrité publique que vous êtes conviés pour poser les fondements solides et les modèles de gouvernance endogène qui s'inspirent de notre patrimoine historique et culturel. Le message présidentiel sonne comme une prise de conscience de la nécessité de réforme pour bâtir un État sur des piliers solides. 4 jours de dialogue intermalien, au finish, une batterie de recommandations. Sur la question des partis politiques, les Maliens prennent le renouveau. La réduction du nombre de partis politiques en appliquant des conditions restrictives de création et de financement. La relecture de la charte des partis politiques, la fin du nomadisme politique en cours de mandat. Au titre de la durée de la transition, les participants se sont prononcés sur la prorogation de la transition afin de pouvoir réaliser les réformes institutionnelles, structurantes et par conséquent permettre des élections crédibles, équitables et transparentes. Les délais avancés varient de 6 mois à 5 ans. Ces recommandations des Assises nationales de la refondation reviennent sur la table à la faveur des concertations des forces vives sur la charte des partis politiques. Sur l'ensemble du territoire national et dans les missions diplomatiques, les Maliens ont parlé et ont unanimement décidé de la marche à suivre. Ce désir ardent d'assainir le paysage politique national n'a pas connu d'évolution lors de la phase nationale. Mieux, les Maliens optent pour la continuité au regard du contexte sécuritaire national. Donner le temps qu'il faut aux dirigeants actuels de continuer la gestion de l'État. En installant le général d'armée Assimi Goïta comme président de la République pour un mandat de 5 ans, à partir de 2025, renouvelable à l'instar de ses pairs de l'AES. Pour rester en phase avec les attentes des Maliens, le Conseil des ministres du 30 avril 2025 a abrogé les lois relatives à la charte des partis politiques et aux chefs de file de l'opposition.
Aussitôt, les 2 textes tombent sur la table du Conseil national de transition pour examen et adoption. Comme une lettre à la poste, les représentants du peuple ont donné ce 12 mai 2025 leur quitus. S'il faut durcir les conditions de création des partis politiques, la nouvelle charte prendra cela en charge. S'il faut mettre fin au financement public des partis politiques, la nouvelle charte prendra cela en charge. L'abrogation n'a rien à voir ni avec la dissolution des partis, ni avec la démocratie, ni avec le multipartisme. Notre peuple, il faut concevoir un texte qui est conforme aux aspirations du peuple. Le gouvernement n'a pas besoin de perdre de temps. Quand le temps est compté, il faut aller vite et même très vite. Les lois portant abrogation de la charte des partis politiques et du chef de file de l'opposition ont été promulguées ce 13 mai 2025 par le chef de l'État. L'acte présidentiel boucle définitivement les débats. Une page se tourne ainsi, une autre s'ouvrira certainement dans les prochains jours pour consolider le chemin de non-retour pris par le Mali. Tout processus qui entre dans la marche vers le Mali Koura Bourama Traoré, une autre action phare vers cette ascension. Les autorités remédient par exemple à la méconnaissance et au traitement affligeant dont fait l'objet les symboles de l'État. Tout est dit en filigrane dans le rapport général de l'organisation de la Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État, un document officiellement remis au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Ce rapport appuyé par un mémorandum des symboles et autres signes distinctifs de l'État détaille les activités menées pendant la semaine et les recommandations formulées. Sira Bachili nous donne d'autres précisions dans ce reportage. Un document qui porte le Mali à travers ses lignes. Il est précieux de par son contenu, décrivant les symboles de l'État, leur harmonisation et leur utilisation au Mali. C'est le socle de la conscience nationale décrit pour mémoire collective qui est officiellement remis à son commanditaire, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Entendez par symbole de l'État le drapeau, la devise, l'hymne national, le sceau de l'État et les armoiries de la République. Ce rapport général d'organisation de la semaine consacrée aux symboles de l'État est appuyé par un mémorandum des symboles et autres distinctifs de l'État. Depuis un certain temps, on a remarqué une certaine disparité dans la pratique pour ce qui concerne les armoiries, le sceau et même les drapeaux. Donc les couleurs qui sont prescrites par la loi ne sont pas celles qui sont utilisées par tout le monde. Et on constate aussi que chacun confectionne son symbole selon ses besoins, souvent au coin de la rue. Et donc ce n'est pas une bonne chose. Ce qui caractérise ces symboles de l'État, c'est leur sacralité, leur exclusivité. Seul l'État et ses démembrements peuvent les utiliser. Et l'obligation aussi de conformité. Ces armoiries doivent être conformes. Donc cela veut dire qu'il ne peut pas y avoir de disparité dans un même État par rapport à ces différents symboles-là. Nous devons prendre toutes les dispositions pour qu'il y ait une utilisation harmonieuse. Parce que ce sont des symboles, comme leur nom indique, qui identifient notre pays, notre État. Donc il n'est pas donné à n'importe qui, non seulement de les utiliser, il n'est pas donné à n'importe qui de les confectionner, donc, et il n'est pas aussi permis que leur façon d'utilisation soit différente selon les institutions ou les départements. Donc le même symbole confectionné de manière différente avec des écarts, donc ce n'est pas bon. Donc voilà, c'est la semaine à travailler sur tous ces aspects et puis à faire des recommandations pour faire en sorte que nos symboles puissent revenir véritablement au pays, à l'État du Mali. Expression d'appartenance à un État, ces marques distinctes sont des outils sacrés qui identifient l'État sous différentes formes et ne doivent en aucun cas être utilisés dans l'anarchie. Il faut des garde-fous. Les experts sollicités sur la question révèlent le besoin d'encadrement pour la confection de ces symboles de l'État. Réviser les textes, d'abord pour les rendre beaucoup plus explicites et qu'il y ait les spécifications qui permettent de ne pas se tromper sur l'objet. Et également de créer éventuellement des instruments, un service, n'est-ce pas, chargé de suivre, n'est-ce pas, et de faire cette police. Ce qui nous a d'ailleurs beaucoup touché, c'était la question des langues nationales.
L'hymne national, nous le savons, maintenant on le chante pratiquement dans les 13 langues nationales reconnues, en tout cas, mais ça s'arrête aux 2 couplets. Or, l'hymne, il y a 4 couplets. Donc, il faut réellement faire ce travail, mais que ce soit homologué. Chaque symbole est pétri d'histoire et inspiré d'une identité culturelle avec l'unité du Mali pour la construction nationale dans la diversité. Si la devise « Un peuple, un but, une foi » rappelle les principes sacrés au peuple du Mali, le drapeau dans chacune de ses couleurs véhicule un message. Le jaune qui est manifesté par la couleur du milieu, on dit qu'il faut comprendre ce jaune-là comme étant le jaune or. Ça, c'est pour symboliser que notre vie est aussi précieuse, est tellement précieuse, est tellement spéciale, que chacune de nous doit se considérer comme étant vraiment une personne d'or. Donc si par exemple une personne pèse 65 kilos, qu'il faut penser que tu vaux 65 kilos d'or du bourré. Parole d'or, code d'honneur d'or, comportement d'or et en tout lieu, en toutes circonstances, mérité de la mère patrie. Comme signe distinctif de l'État, l'on note le portrait officiel du chef de l'État, les en-têtes des documents officiels, les décorations et médailles de l'État. La liste est longue, des signes d'appartenance à un ensemble commun qui permettent à un pays de marquer sa présence et d'affirmer son indépendance. À Koulouba, toujours un autre document de taille présenté au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. C'est l'ouvrage intitulé « Genèse de l'Alliance des États du Sahel et héritage de Modibo Keïta, Bakary Djibo et Thomas Sankara ». C'est un ouvrage qui fait l'historique de l'AES depuis nos grands empires jusqu'à nos jours. Son auteur est Daouda Tekete, journaliste écrivain. Au micro de Sira Bachili, il nous donne plus de détails. Ce livre porte sur la genèse de l'AES, un livre que j'ai voulu apporter comme contribution à la réussite du mandat du président Assimi Goïta par rapport à l'AES. Alors, qu'est-ce que je dis dans ce livre? Je dis d'abord que la genèse de l'AES, ça remonte depuis les empires. Parce que les populations qui se sont retrouvées pour faire en sorte que nous nous retrouvions dans cette confédération sont des populations qui ont tissé des liens de toute nature des siècles durant. J'ai voulu faire ressortir cela, et en faisant ressortir également que, à la lumière de grands combattants comme Modibo Keïta au Mali, Bakary Djibo au Niger et Thomas Sankara au Burkina, nous devons nous inspirer de l'engagement de ces 3 hommes pour faire en sorte que l'AES soit une réussite aussi loin et aussi longtemps que possible. Alors c'est ce que j'ai voulu faire ressortir, et j'ai tenu à remettre le tout premier exemplaire au président de la transition Assimi Goïta ce matin, alors qu'il a reçu avec une grande satisfaction et qui m'a adressé des mots très encourageants. Un mot de la séance plénière tenue ce lundi au Conseil national de transition. 5 projets de loi présentés par le ministre de l'économie et des finances ont été ratifiés. Il s'agit des projets de loi portant création de l'agence comptable centrale des dépôts, des projets de loi sur la création de l'agence comptable du Trésor ACCT. Les membres du CNT ont également adopté l'ordonnance portant création de la pairie générale du Trésor et celle portant la création des pairies spécialisées du Trésor. Et la dernière loi adoptée est celle portant création de la recette générale des finances. On en sait plus avec Mamadou Fane. Les membres du CNT ont adopté lundi d'importants projets de loi au compte du ministère de l'économie et des finances. Il s'agit de la ratification de l'ordonnance portant création de l'agence comptable centrale des dépôts ACCD et celle relative à la création de l'agence comptable centrale du Trésor ACCT. L'ACCD a pour mission de gérer les dépôts et fonds des organismes publics, des projets et programmes et ceux des particuliers qui lui sont confiés. Quant à l'ACCT, les insuffisances constatées telles que la faible prise en compte des structurations de l'ACCT, des missions de gestion de la trésorerie de l'État, de production des comptes publics et des statistiques des finances publiques ont motivé la réorganisation de l'ACCT. Après examen de ces 2 lois, les membres du CNT les ont adoptées par 132 voix, 0 contre et 0 abstention. Les principaux textes qui régissent le Trésor datent de 2002. En 2002, il y avait un seul ordonnateur de budget, c'est le ministre de l'économie et des finances. Aujourd'hui, avec la loi 2013, il y a plusieurs ordonnateurs des dépenses. Il y a les différents ministères, il y a les institutions, et nous sommes aujourd'hui en budget en mode programme. Également, il y a eu la comptabilité en droit constaté,
la comptabilité patrimoniale qui nécessite que la comptabilité de l'État soit réalisée comme une entreprise, un bilan de début, un compte de résultat et un bilan de fin. Également, il faut noter que le volume des activités, vous vous rappelez que dans les années 2000, on était dans les 600 milliards de budget. Aujourd'hui, nous sommes à 3 000 milliards, plus de 3 000 milliards de dépenses. Autre loi soumise à l'adoption des membres du CNT est la loi portant ratification de l'ordonnance portant création de la PRI générale du Trésor et de la loi portant création de la PRI spécialisée du Trésor. Il y a certaines structures du Trésor qui ont beaucoup de difficultés, ils sont engorgés et ils n'arrivent pas à tenir et à suivre la cadence nécessaire pour pouvoir faire la comptabilité de l'État et également produire les lois de règlement. C'est ainsi qu'on a éclaté la PRI générale en plusieurs PRI. Donc il y a la PRI générale qui va continuer de payer et les PRI spécialisés du Trésor qui vont être constitués et qui vont permettre donc de réaliser les paiements pour des structures spécialisées. Je donne l'exemple de 3 PRI qui vont être immédiatement créés. Il y a une PRI qui va être spécialisée dans le paiement des institutions. Donc la présidence de la République, la primature, le CNT, peut-être les affaires étrangères et les Maliens établis à l'extérieur. Il y a une deuxième PRI spécialisée qui est la PRI spécialisée pour la défense et la sécurité. Les dépenses à caractère social comme l'éducation, la santé, la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille sont les dépenses aussi qui ont un caractère social et qui ont un caractère assez particulier. Ce qui fait que nous allons créer une trésorerie spécialisée également pour ces structures-là. Ces 2 lois ont été adoptées à l'unanimité des membres du CNT présents dans la salle. La dernière loi adoptée par les membres du CNT ce lundi porte sur la création de la recette générale des finances. Ces 5 projets de loi rentrent dans le cadre donc des réformes que nous avons engagées au niveau du Trésor. Au niveau du district de Bamako, nous remarquons que le district représente 82% des recettes que nous avons chaque année. L'année dernière, par exemple, ils ont pu mobiliser 1696 milliards de recettes. S'il faut que la recette générale du district réalise toutes les dépenses au niveau du district de Bamako et collecte en même temps plus de 82% des recettes, il y avait un engorgement important. Donc il a été rendu nécessaire d'éclater la recette générale du district en 2 structures. La trésorerie du district qui s'occupe uniquement des dépenses et la recette générale des finances qui va s'occuper uniquement des recettes au niveau du district. Cette loi a été adoptée par 131 voix, 0 contre et 0 abstention. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique prend la parole pour parler vrai dans la crise qui nous oppose à l'Algérie. Une table ronde est organisée à cet effet à l'intention du monde universitaire. Plus de détails avec Ari Djoumatina. Au lieu chargé d'histoire et de souvenirs, le mémorial Modibo Keïta abrite cette table ronde pour expliquer les relations fraternelles historiques entre le Mali et l'Algérie et tout ce que le Mali a joué comme rôle pour accompagner le peuple algérien dans sa lutte d'indépendance. La présente cérémonie qualifie des rencontres et clarification des enjeux géopolitiques et géostratégiques de la crise entre le Mali et l'Algérie. Sera une bonne opportunité dans la construction des narratifs pour faire face à la malheureuse campagne de falsification de la situation et surtout de l'histoire des relations entre 2 pays pourtant récentes dans nos mémoires. Initié par le département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et porté par l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako, les ministères en charge des affaires étrangères, de l'artisanat, l'Université Kouroukan-Fouka, l'Amicale des anciens ambassadeurs, l'Université Yambo Oulegam, cette rencontre qui regroupe le monde universitaire étudiant, anciens chercheurs, historiens, anthropologues, politologues, visait à apporter des clarifications et des correctifs au narratif algérien construit sur le déni des réalités historiques. Elle vise à donner la parole au monde de la recherche et celui de la diplomatie afin d'édifier objectivement l'opinion nationale et internationale sur les causes réelles des agissements des autorités algériennes. La rencontre cherche également à amener la population malienne, notamment la jeunesse, à comprendre et soutenir les actions d'affirmation de la souveraineté nationale entreprises par nos plus hautes autorités. Le Mali est une nation malgré sa diversité ethnique, tandis que l'imaginaire algérien reste marqué par la peur de domination. Il convient aussi de mobiliser les éléments mémoriels
pour rendre compte de la contribution inestimable du Mali et des Maliens à l'indépendance de l'Algérie et à sa stabilité. Il convient même, je pense, de décider d'une journée dédiée à cette célébration. Crise Mali-Algérie, histoire, réalité et perspective était le thème de cette table ronde qui a été marquée par 3 panels. Historique des relations Mali-Algérie, animé par Dr Abdourahmane Silla, aspect socio-anthropologie, animé par professeur Brema Elidiko, et le panel enjeux géopolitiques développé par ses excellences, Brahima Soumaré et Dr Abdoul Sogodogo. La parole a été également donnée à certaines personnes et ressources, témoins de l'histoire. Ce cadre scientifique d'échange a permis de renforcer non seulement l'affirmation de la souveraineté nationale, mais aussi attirer l'attention du voisin algérien, de faire preuve de reconnaissance et de respect des intérêts du Mali, comme sous les présidents Modibo Keïta et Ben Bella, ou encore sous Moussa Traoré et Chadli Ben Jedid. Oui, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, est à Berlin, en Allemagne. Le chef de la diplomatie malienne prend part à la conférence ministérielle des Nations Unies sur le maintien de la paix. Abdoulaye Diop est revenu sur la décision des autorités maliennes de mettre fin à la mission de la MINUSMA. Je vous invite à écouter un extrait de son intervention. Je voudrais pouvoir mettre notre expérience sur 4 points essentiels. Le premier point, c'est encore une fois la nécessité d'avoir des mandats qui sont adaptés à la situation de nos pays. Pour le cas du Mali, il s'agissait essentiellement d'une situation de guerre asymétrique. Et on avait, comme le secrétaire général l'a indiqué, on ne peut pas envoyer une mission de maintien de la paix dans une zone où il n'y a pas de paix à maintenir. Le deuxième, c'est que, au lieu que la mission, puisqu'elle n'est pas préparée à nous aider sur les questions de sécurité, progressivement, elle s'est concentrée sur des tâches qu'on peut appeler soft, les questions politiques, les questions des droits de l'homme ou beaucoup d'autres questions qui ont élargi son mandat et qui nous ont éloignés de l'objectif qui est recherché. La nécessité d'une concertation permanente entre la mission et le pays. Il faut une collaboration, il faut une concertation. Malheureusement, dans beaucoup de cas, on s'est rendu compte que la mission a eu tendance à se substituer ou à ignorer les autorités nationales. Je voudrais aussi souligner la nécessité aussi, chaque fois, de pouvoir prendre en compte et de respecter la souveraineté des pays. Ce qui me semble être extrêmement... Même les pays en crise, un État est un État et un État aspire à affirmer sa souveraineté. Les Nations Unies doivent toujours œuvrer à renforcer la souveraineté des pays et travailler aussi pour l'appropriation nationale. La mission n'a pas vocation à être éternelle. Il faut travailler pour bâtir les capacités dans le pays pour pouvoir faire le travail. Le 4e point ou la 4e leçon qu'on veut en tirer, c'est vraiment nous, on a assisté dans le cadre de la MINUSMA à une instrumentalisation de la question des droits de l'homme. Nous voudrions aussi profiter de l'occasion pour pouvoir dénoncer, en tout cas, la politique ou la pratique de porte-plume. Nous pensons que les Nations Unies ne doivent pas perpétuer des systèmes de domination coloniale de nos pays. La coopération douanière dans l'espace AES prend du galon. En conclave à Bamako des douaniers du Niger, du Burkina Faso et du Mali, ils se penchent sur le document technique applicable aux échanges entre les États du Sahel. Et à l'issue des travaux, les directeurs généraux feront des propositions susceptibles de donner une nouvelle impulsion aux acquis. Tamsir Diabaté. Le train de l'AES a pris son départ avec à bord les peuples du Sahel. Attendu aux gares communes des États membres par les administrations des douanes de la Confédération. Cela en vue d'assurer la libre circulation des personnes et de leurs biens. Pour donc relever ces défis, les experts des administrations douanières de la Confédération des États du Sahel sont réunis à Bamako pour mettre en place des outils et instruments douaniers harmonisés. Les défis auxquels
nos pays sont confrontés. Les attentes des populations de notre espace communautaire, ainsi que la vision de nos plus hautes autorités appellent de nos administrations plus de proactivité, de coopération, d'harmonisation de nos procédures et pratiques et de réponses appropriées aux attentes de nos partenaires publics, privés et internationaux. Et parmi les défis auxquels font face les administrations douanières de l'AES, selon note, la mise en œuvre des recommandations et les orientations données par les chefs d'État de la Confédération dans le but de parvenir à un environnement douanier confédéral. Votre rôle est crucial dans l'atteinte de nos objectifs en matière d'harmonisation de nos réglementations et de nos pratiques douanières. Ainsi, il est attendu de vous, chers experts, des propositions techniques à même de permettre à nos administrations douanières de relever les nombreux défis auxquels elles font face. Les experts réunis en prélude à la rencontre des directeurs généraux des administrations douanières de l'AES sont conscients que les défis sont légion, mais pas au-dessus de leurs capacités. Au-delà de l'harmonisation, nous allons traiter aussi de textes communs à l'AES. C'est-à-dire nous allons voir un peu les disparités qu'il y a entre les textes des 3 pays et les harmoniser et également faire des textes qui seront d'application pour la Confédération. C'est pour faire l'état de mise en œuvre des recommandations et aussi se plancher sur les tests que nous avons promis de rédiger. Donc le travail des experts aujourd'hui et ces jours, ce sera vraiment d'échanger sur le projet de texte et de proposer des recommandations. Et toutes choses qui démontrent qu'au-delà de la théorie douanière, l'heure est à la concrétisation des actions au grand bonheur des peuples de l'AES. Au Niger, suivant cette visite conjointe des ministres en charge de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme, ils étaient à la carrière de Gourou Banda qui menace la RN27, c'est-à-dire la route Niamey-Saï. Après constat, les ministres ont décidé de fermer la dite carrière, mais également toutes les autres qui sont dans la même situation à travers le pays. Gérald Abdoul Aziz et Amidou Abdoulaye ont assisté à la sortie. Cette visite conjointe des ministres en charge de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme, respectivement le colonel-major Salissou Mohamed Salissou et le colonel Mezam Abdoulaye et Abdelkadri Amadou Daouda Gourou Banda, vise à constater la menace que représente la carrière située dans cette localité, distante d'une dizaine de kilomètres de Niamey. L'exploitation de cette carrière reprise il y a 6 mois a en effet occasionné des dommages sur le dispositif de protection de la RN27 Niamey-Saï, menaçant ainsi cette infrastructure routière et même le village en particulier et l'environnement de manière générale. Cette infrastructure qui, il faut le rappeler, a été réalisée sur les dos des contribuables nigériens. Et dans cette ère de refondation, les plus hautes autorités, avec à leur tête son Excellence le général d'armée Abdrahman Chani et son Excellence le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, on a fait de la sacralisation du bien public notre credo. Et nous n'allons pas faillir. Nous allons aller dans le sens des orientations des plus hautes autorités pour être sûrs que le bien public là soit respecté. Les instructions vont être données, la carrière va être fermée et nous allons appeler à chacun d'entre nous à sensibiliser nos populations sur la nécessité de considérer ces biens publics là comme sacrés. Toutes les carrières qui constituent une menace pour les routes nationales RN connaîtront le même sort afin de protéger ces infrastructures routières construites à grands frais. Nous avons déjà effectué une visite au niveau de Maradi à la sortie sur la route de Tchadoua. Des instructions ont été données et là aussi, l'ensemble des structures déconcentrées de l'État vont être instruites pour que des mesures urgentes soient prises pour protéger les infrastructures et pour que des carrières anarchiques menaçant ces infrastructures ne voient plus le jour. Cette visite conjointe ministre équipement, environnement, urbanisme
démontre l'intérêt particulier que les plus hautes autorités de la refondation accordent aux infrastructures routières, socle de croissance économique et de développement sociétal. Et dans le cadre du mois du patrimoine burkinabé, le musée national du pays accueille la journée des communautés étrangères vivant au Burkina Faso, des journées initiées par le département en charge de la culture, réunissant plus d'une vingtaine de communautés africaines. Jean Bayala, Beni Wende, Frédéric Nikema, reportage. La culture tchadienne en pleine expression ici au musée national de Ouagadougou. À côté, une animation instrumentale au rythme et aux sonorités du Congo-Brazza. Bienvenue à la journée des communautés étrangères vivantes au Burkina Faso. C'est un événement qui fait la promotion des valeurs culturelles africaines et la fraternité entre les peuples. Nous avons finalement les mêmes bases culturelles. Les habitudes culinaires montrent qu'il y a une telle proximité qui fait qu'il n'y a aucune raison que les peuples vivent et se regardent différemment. Donc cette journée pour nous est un témoignage de l'impératif de poursuivre les efforts d'intégration entre les peuples, de poursuivre les efforts de renforcement de la solidarité et de la fraternité entre les peuples, de s'affranchir des frontières administratives et d'aller vers les valeurs qui font de nous des Africains en un seul monde. Initié par le département de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, cet événement réunit une vingtaine de communautés amies du Burkina Faso. Parmi elles, des communautés de l'espace confédéral AES, des Angolais, des Centrafricains et des Libériens. Tout ce qui est différent, c'est ça qui fait la diversité. Et la diversité, c'est la richesse. Et lorsqu'on apprend à connaître les autres, on vit dans la paix et la cohésion sociale s'installe. Parce que si on ne connaît pas l'autre, comment voulez-vous qu'on vive dans la paix? C'est seulement dans la connaissance, dans la compréhension de l'autre qu'on peut vivre dans la paix. Cette journée des communautés étrangères vivantes au Burkina Faso se tient sur 2 jours. Elle entre dans le cadre du mois du patrimoine burkinabé. Et pour le ministre Père-Douende Gilbert Ouedraogo, de tels événements participent à consolider les liens entre les peuples africains, toute chose à même de créer un climat favorable d'une Afrique unifiée. Retour à l'actualité nationale. Une cinquantaine de journalistes du secteur public et privé et des acteurs des réseaux sociaux sont réunis en atelier. Ce cadre d'échange et de partage vise à renforcer la collaboration entre les différents acteurs de l'environnement. Plusieurs thèmes seront traités au cours de ces 3 jours d'atelier. Et pour ce premier jour, les échanges ont porté sur l'état des réseaux sociaux, défis et perspectives. Plus de précisions avec Bemba Sibi, Abdul Salam Bamara. Responsables de médias publics, privés et acteurs des réseaux sociaux ensemble pour échanger et partager sur l'environnement communicationnel du Mali. Durant 3 jours, 3 thématiques vont être développées à travers de communication, des travaux de groupe et en plénière. Pour le premier jour, les participants ont été entretenus sur l'état des lieux des réseaux sociaux au Mali, défis et perspectives. Il y ressort que sur 34,5% d'utilisateurs d'Internet au Mali, seulement 9% sont actifs sur les réseaux sociaux avec en tête Facebook, WhatsApp et TikTok. Le premier défi à relever, d'abord, il s'agit de la propagation des fausses informations, qu'on appelle les triptyques MDM. La désinformation, la malinformation et la mésinformation qui sont propagées sur les réseaux sociaux. Également, il faut former. Il faut former non seulement les journalistes, nous qui sommes des professionnels, mais également, il faut former aussi tous ceux qui interviennent dans les cyberespaces. Dans la salle, on a évoqué qu'il y a plus de 500 radios. Si nous parvenons également à digitaliser toutes les radios qui créent également la version web, je suis sûr et certain que les Maliens auront ce qu'on appelle l'information de qualité.
À ces défis, il faut ajouter le faible taux de pénétration d'Internet ou encore l'absence de cadre juridique approprié. Ce cadre d'échange est mis en place par le département en charge de la communication pour faciliter les échanges entre ces différents acteurs de l'information. L'objectif en toile de fond est de donner la bonne information aux Maliens. Les prochains jours, nous allons parler des interactions entre les différents médias ici. Cela va nous permettre de faire un état des lieux pour comprendre un peu quelles sont les difficultés qu'il existe entre ces deux groupements de communicants, on va dire, et puis pouvoir ensemble travailler à trouver des solutions pour leur permettre de communiquer de façon efficace. 50 professionnels des médias et acteurs des réseaux sociaux prennent part à cette rencontre. À terme, des recommandations seront formulées pour une meilleure structuration de l'espace informationnel du Mali. La BDM-SA, Banque pour le développement du Mali, ouvre sa 66e agence et c'est à Niamana. La cérémonie d'inauguration est compte rendu de Adam Maïga et Alou Bekouni. Pour être plus proche de sa clientèle, la BDM-SA, Banque pour le développement du Mali, implante sa 66e agence. C'est le cas ce mardi à Niamana. Les portes de cette nouvelle agence sont désormais ouvertes en face de la route nationale numéro 6 appelée la route des Ségou. L'ouverture de cette agence ne représente pas seulement un jalon de notre stratégie d'expansion, elle incarne surtout notre volonté. Le quartier de Niamana, en pleine croissance démographique et urbanistique, avait besoin d'un accès direct et simplifié à des services financiers modernes, fiables et accessibles. En y implantant une agence moderne dotée de toutes les commodités d'une banque de dernière génération, la BDM-SA réaffirme son engagement au service des populations locales. Toujours dans la même dynamique, une équipe a été mise en place dans l'enceinte de cette agence. Elle fonctionne conformément aux principes de la BDM-SA. Pour vous accueillir, vous orienter et vous servir avec professionnalisme, dans le respect des valeurs fondamentales de la BDM-SA. Une équipe dynamique et compétente a été mise en place. 3 nouvelles autres agences de la BDM-SA seront prochainement mises sur les fonds baptismaux à Bamako et environ. Cela pour étendre les réseaux de l'agence et mieux servir ses clients. Hajj 2025, l'agence de voyage Al Madina boucle son premier vol en direction de la Mecque. Ils étaient 300 pèlerins au départ de l'aéroport international. Président Modibo Keïta, nous dit Mohamed Sangari. Cette année, l'agence Al Madina accompagne 300 pèlerins dans leur voyage vers la Mecque. Avant le départ, à la maison du Hajj, une ambiance pleine d'émotions règne. Entourés de leurs proches, les pèlerins reçoivent leurs documents de voyage, un foulard et des petits sacs avec le logo de l'agence. Tout est bien organisé pour que le départ se passe dans la paix et le respect de la religion. On est très contents, comme vous voyez, tous les pèlerins sont là. On est en train de faire l'appel pour monter dans les bus et aller à l'aéroport. Inch'Allah, tout va bien. On souhaite bien arriver à Médine, accomplir nos rites comme il faut et revenir au pays, Inch'Allah. Arrivé à l'aéroport international président Modibo Keïta, les passagers concentrés et pleins d'espoir se préparent à quitter leur pays pour un voyage spirituel important. Tous ont une vraie foi et un sentiment de fierté pour leur pays. Je suis vraiment heureuse d'aller à la Mecque grâce à mon jeune frère. On a besoin de la paix au Mali. Aujourd'hui, là où nous sommes vraiment, nous allons prier pour le Mali. Inch'Allah. À 17h42, la compagnie Air Égypte, choisie par l'agence Al Madina, décolle pour la Mecque avec ses premiers passagers maliens. L'avion s'envole dans un ciel rempli de prières et de souhaits de réussite, signe de ce voyage sacré. Reportage signé Mohamed Sangare. On en vient à présent à ce sujet. Les autorités communales de Faléa sensibilisent les populations des 21 villages sur les notions de citoyenneté et de patriotisme. Les échanges ont justement porté sur l'application des textes régissant leur paillage et le paiement des taxes. Boukari Koulibaly, Siriki Koulibaly.
Le manque d'eau potable, l'insuffisance d'infrastructures sanitaires, la fermeture des écoles, voilà autant de facteurs qui ralentissent le développement de la commune de Faléa. Pour trouver des solutions idoines à ces différentes préoccupations, les autorités communales se sont rendues dans les 21 villages de Faléa. À bâton rompu, ils ont échangé avec les populations sur les voies et moyens permettant de juguler ces problèmes. Une initiative qui vise à appuyer le gouvernement dans l'atteinte de ses objectifs. On a constaté que la majorité des écoles dans la commune rurale de Faléa sont fermées. On a pris des dispositions pour procéder tout de suite à la réouverture immédiate de ces écoles fermées. D'autres, leurs problèmes sont liés à la santé. D'autres, on nous évoque des problèmes liés à des difficultés d'accès. Donc d'autres, les problèmes sont liés aux problèmes d'eau. Faléa aujourd'hui est dans des difficultés innombrables. Je demande au président de la République, le président Assimi Goïta, vraiment de venir en aide. Il y a les rapports certes, mais aller jusqu'à la base, discuter avec les principaux acteurs, c'est une première. Moi, je suis très content et très réconforté parce que ça nous aide beaucoup dans nos activités. Ce cadre d'échange a été mis à profit pour rappeler les biens fondés du paiement des taxes de développement régional et local. Aussi, un accent particulier a été mis sur les nouvelles réglementations en matière d'orpaillage et activités forestières. On a dit aux populations le contenu de l'ordonnance du 1er avril 2025 qui dit que tous ceux qui sont en train d'exploiter illégalement nos ressources minières et forestières de se conformer aux textes en vigueur. Celui à qui on va prendre sans permis sera traduit devant la justice. Bon, gouvernement y'a que cogo cogo an fana ka dɛmɛ ye fɛn fɛn ye baara in kɔnɔ pour que ka sabati an ka cɛsiri bɔ kan pour que ka baara in ka gouvernement sunkɔrɔma dundu pour que an ka nafa sɔrɔ mais nin décision in kɔni an bɛ nin fana lajɛ gouvernement bolo pour que ka dɛmɛ pour que an ka se ka nɔya an ka dugukɔrɔ nafolo la ni an ka yiriw. Avec une population estimée à plus de 22 000 âmes, la commune de Faléa est située dans le cercle de Kenyeba. La nouvelle équipe dirigeante des affaires courantes de la mairie entend tout mettre en œuvre pour rendre opérationnelles les structures sanitaires, apporter son assistance en eau potable et faire respecter la loi en matière d'orpaillage. C'est là pour le grand bonheur des populations. Dans la région de Caille, le gouverneur lance la deuxième édition du Festival international de Médine. Balkissa Chérif Aïdara était sur place. Le Festival international de Médine entend mettre en valeur le fort de Médine ainsi que la culture Khasonké dans la commune de Hawa-Dembaya. Les autorités communales se réjouissent de la tenue d'un tel événement dans leur localité. De la conférence en passant par les visites guidées au fort, les expositions, les soirées traditionnelles, c'est notre identité qui est étalée à travers le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. La promotrice de ce rendez-vous annuel a formulé des doléances à l'endroit du haut parrain de cette deuxième édition. Le fort de Médine n'a pas un musée. Alors on souhaiterait quand même que le parrain de cette activité, qui est le général d'armée Assimi Goïta, puisse entendre ces mots. Médine a besoin d'un musée. Le fort doit pouvoir parler. Et sans musée, il serait difficile que le fort parle. Et on tient aussi à dire que certains de nos objets ont été emportés quelque part, qui se retrouvent dans les musées en France. Et on demande solennellement que l'État se mette à nos côtés pour qu'on puisse récupérer nos objets et les mettre ici. Parce qu'en apportant ces objets, je pense qu'ils ont aussi emporté notre identité culturelle. Madame la promotrice, je dirais que vos doléances ont été bien notées et seront transmises à qui des droits. Cette deuxième édition du Festival international de Médine coïncide avec l'année de la culture au Mali décrétée par son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. C'est pourquoi ce festival ne doit être perçu seulement comme des manifestations culturelles, mais un moyen d'inculquer aux populations les valeurs culturelles et sociétales du Mali pour le vivre ensemble et la cohésion sociale d'une part, et une opportunité de revitalisation culturelle des terroirs et de promotion des nouveaux talents d'autre part. La cérémonie d'ouverture du Festival international de Médine a été agrémentée par des prestations de troupes artistiques et des démonstrations sportives. Une visite d'exposition par le gouverneur y a mis fin.
Et il faut noter que cette deuxième édition est placée sous le thème écotourisme comme levier de développement local et un facteur de rapprochement entre les peuples du Sahel. 70 ans, ça se fête et les Ansars n'ont pas raté l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à leur guide, le shérif Ousmane Madani Aïdara. L'événement célébré avec faste sur le terrain de l'association sportive de Korofina, commune 1 du district de Bamako, a été un véritable moment de communion entre le shérif et ses Ansars. Le RTM était sur place avec Mohamed Nama Keïta. Ils sont nombreux ce lundi à répondre à ces rendez-vous d'anniversaire du guide spirituel des Ansars pour lui témoigner de toutes les reconnaissances en ce jour combien important de sa vie. Tout ce que nous faisons aussi pour notre guide, c'est pour le remercier, puisqu'il nous a donné la bonne nouvelle et nous avons compris les bonnes paroles de notre prophète alayhi salam, et nous aussi nous débrouillons pour faire notre mieux. Donc le jour de son anniversaire, nous lui montrons notre amour. Donc nous faisons des cadeaux, des chants, des tracteurs et bien d'autres choses. Quand tu écoutes, il prêche pour la paix entre les musulmans, entre les chrétiens, entre tout. Il est connu par tous les Maliens, même les féticheurs du Mali, il respecte tout le monde et puis il veut que tout le monde vit ensemble. Il prêche ça tous les jours. Donc de fêter ça, de célébrer ça, c'est un grand jour. Plus de 40 ans que le guide des Ansars prêche la paix, l'islam tolérant, Chérif Ousmane Madani Aïdara s'est beaucoup illustré à travers des soutiens multiformes aux plus démunis. C'est un bon guide qui a guidé une communauté vers la paix, vers un islam tolérant, vers un islam authentique, vers un islam qui ne connaît pas la barbarie, un islam qui ne connaît pas la violence, un islam qui appelle à la paix et à la réconciliation et à vivre ensemble. Donc c'est un modèle pour la jeunesse, c'est un modèle pour tous les leaders religieux du Mali et du monde. Gloire à Dieu de nous avoir montré ce grand jour. Notre guide Aïdara a tout fait pour nous. Merci pour tous les gestes qu'il a eu à faire avec nous, en acceptant d'être le parrain de la Canne Blanche en 2019, d'être le parrain du mois de la solidarité. Durant plus de 5 heures d'horloge, le guide du haut de sa tribune, sourire aux lèvres, a été chanté, dansé. Chacun voulait lui attester de son attachement à ses idéaux. Les Ansars m'ont offert 70 hectares avec des machines agricoles. Bref, chacun à sa façon a contribué à la réussite de mon anniversaire. Allah récompense tout le monde. Une quantité importante de vivres d'une valeur de 5 millions de francs CFA a été offerte par les Ansars aux plus démunis. Le même geste se poursuivra à travers le Mali et au-delà durant ces mois de mai. Après la coupure du gâteau, la fête d'anniversaire s'est poursuivie au domicile du président du Haut Conseil islamique du Mali, Chérif Ousmane Madani Aïdara. Et bon anniversaire. La deuxième édition du Festival international des arts et de la culture aura lieu à Bla du 28 au 31 mai prochain. Le thème retenu est culture, intégration sous-régionale et développement. Moussa Kamara nous en parle. Lancé en 2024, le FIAC Bla est une manifestation culturelle et artistique organisée par l'association Toboji, un studio d'action artistique partagé. Le but est d'offrir au grand public un éventail complet d'activités permettant de réunir les acteurs et professionnels des arts et de la culture. Cette année, les organisateurs ont conçu un programme riche et varié. Il y aura du théâtre, il y aura de la musique, il y aura du cinéma. Il y aura la peinture, des formations. Les grands podiums des artistes au-delà du cercle de Bla viendront de partout du Mali et même d'ailleurs au-delà de nos frontières. Donc il y aura de grandes soirées modernes, il y aura de grandes soirées traditionnelles parce que nous, le FIAC Bla se veut d'accompagner les jeunes artistes locaux pour leur permettre d'avoir un curriculum. Cette initiative contribue au développement du cercle de Bla et met en valeur les sites touristiques de la localité. Le FIAC Bla se veut aussi un vecteur de développement, sinon de reconnaissance des sites touristiques. Avec la révélation du Bangolo, qui a été admis dans le circuit touristique du Mali. Nous avons aussi des tombeaux aussi que nous allons tout faire pour que cela puisse être sur la liste touristique. Nous avons Djena par exemple, qui a bradé le colon lors de l'attaque de Djena et qui en est perdu
des éléments vitaux de son corps. Cette conférence de presse de lancement a été mise à profit par le célèbre artiste comédien Madou Wolo de parler du Mali sous les belles notes musicales de la Kora. J'aimerais parler du Mali. Un Mali où la culture comme vivier au développement pour que ce Mali soit connu et reconnu. L'assistance a pu suivre un sketch, une représentation scénique qui invite le public à ses rendez-vous culturels à Bla le 28 mai prochain pour la 2e édition du FIAC Bla. Voilà, il faut être au FIAC Bla. C'est du 28 au 31 mai prochain. L'avocat et le serment. La chronique judiciaire s'y intéresse ce soir. Loin d'une simple formalité, le serment impose à l'avocat le respect des règles et des organes de son ordre. Un respect quotidien impératif et absolu. Le serment engage la conscience de l'avocat et incarne les fondements de sa mission au service de la justice. Aucun avocat n'a intérêt à agir à l'encontre de son ordre au risque de contribuer à le fragiliser et de s'anéantir lui-même. Le principe essentiel a été rappelé aux élèves avocats lors de la leçon inaugurale, nous dit Garibou Pérou. Du latin advocatus, l'avocat est appelé à assister son client en justice. À ce titre, l'avocat prête serment pour sceller un pacte éthique avec la société et la justice avant même d'entrer en fonction. La profession d'avocat est encadrée par le bâtonnier, le conseil de l'ordre, le code de déontologie et par de nombreuses autres dispositions. Les postulants sont tenus de prêter serment devant la cour d'appel de Bamako en ces termes. Je jure en tant qu'avocat d'exercer ma profession avec honneur, indépendance, probité, délicatesse, loyauté et dignité, dans le respect des règles de mon ordre. La prestation du serment n'est pas une simple formalité. Vous porterez à la fin du stage au CFPA, ou au moins, ça il faut qu'on le dise, ceux qui en sortiront, la robe d'avocat. Une robe ornée de 33 boutons qui représente l'âge du Christ à sa mort. C'est le signe suprême de la dignité et de la grandeur qui devrait être votre credo au quotidien. La modération, la pondération et la prudence dans la conduite sont règles d'or. L'avocat exerce sa profession dans le plus grand respect des principes éthiques et déontologiques. Ayez à l'esprit que le peuple malien, au nom duquel la justice est rendue, veut voir des avocats qui ne renient pas leur serment pour aucun intérêt matériel. Des avocats qui ne composent pas avec les deux partis opposés. Des avocats non porteurs de l'argent sale de la corruption aux magistrats. Des avocats qui ne détournent point l'argent du justiciable. Soyez ces avocats défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Ces avocats qui se souviennent qu'à l'origine, ils étaient des religieux, des hommes lettrés connaissant la loi et la morale. Le barreau pour les bâtonniers est eux demeure fondé sur les valeurs morales qui sont incompatibles avec la corruption, le blanchiment des capitaux et les pratiques anormales au sein de la justice. Nelson Mandela, ancien président de l'Afrique du Sud et non moins avocat, qui affirma, je le cite, l'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres, qualité à la portée de toutes les âmes, sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. Je me permets même de dire, sont les véritables âmes de notre vie tout court sur cette terre. Oublions Nelson Mandela un instant. Enrichissons-nous des enseignements de l'écrivain humaniste malien et non moins philosophe, Amadou Hampâté-Bâ, qui affirme: si vous voulez faire une œuvre durable, soyez patient, soyez bon, soyez vivable, soyez humain. Tirez des enseignements de Tchernoboka, père spirituel de l'écrivain. Je termine en paraphrasant l'homme de culture, le célèbre humoriste français Coluche, qui disait en substance, il y a deux sortes d'avocats. Vous avez l'avocat qui connaît bien la loi et l'avocat qui connaît bien le juge. Faites en sorte
que vous soyez parmi l'avocat qui connaît bien la loi. L'honneur, l'indépendance, la délicatesse, la loyauté et la dignité sont les principes essentiels de l'avocat. Acteur fondamental de l'équilibre démocratique au service de la vérité et du droit, le serment constitue pour l'avocat une boussole morale qui guide sa parole et ses actes dans la vie de tous les jours. Soyons donc patients, soyons bons et soyons humains et restez avec nous sur ORTM. Votre rendez-vous météo, c'est juste après moi. Et nous, on se retrouve avec grand plaisir demain à 20h. Et un grand merci à nos téléspectateurs de Bla, de Faléa et de Kenyeba. Bonsoir à tous.